très longtemps, mais bon, c'était un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Merci à tous ces invités qui vont se relayer sur ce plateau. La chaude actualité Max a lancée, c'est bien sûr litige Guinée-Tanzanie que nous allons en parler sur ce plateau parce qu'il faut en débattre. Enfin, une date pour trancher ce contentieux qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La FEGIFOOT, dans un communiqué relayé sur son site officiel, informe le public guinéen que l'audience se tiendra le 17 novembre prochain au tribunal arbitral de sport et également la sentence va suivre dans la même semaine, hein, si je me trompe. Oui. On va suivre en tout cas ce procès-là parce que vous savez, on se disait à un moment donné que la fédération avait désisté, que la Guinée n'avait pas assez de sens pour remporter cette bataille-là. Et moi-même, à un moment donné, j'étais quand même très pessimiste par rapport à cette situation. Après, finalement, je crois que la fédération continue à y croire, avec le ministère, surtout à travers le ministère qui insiste énormément pour que la Guinée se fasse respecter sur le plan international. Moi, je crois que c'est un pas franchi. On verra est-ce que le droit au niveau du tribunal arbitral de sport sera en faveur de la Guinée. En tout cas, on y croit fermement puisque le patriotisme oblige. Et déjà, mais il faut quand même le rappeler que la CAF a déjà fait sa combinaison. Les équipes sont situées sur leur groupe. Le pays, les différents groupes sont situés sur leur camp de base. Mais qu'à cela ne tienne, tout est possible. Et donc, on reste quand même optimiste par rapport à cette décision qui va être rendue, certainement en faveur de la Guinée. Max, est-ce que cette décision, c'est un soulagement ou un stress pour le public sportif guinéen? Parce que là, on ne s'attendait pas, on n'avait plus d'espoir, on n'en parlait même plus. Et récemment, la presse a réveillé le dossier et finalement, on a une date pour l'audience aujourd'hui. Oui, c'est un bon réveil pour le public sportif guinéen. Déjà, il a rappelé, beaucoup étaient pessimistes, beaucoup étaient sceptiques pour vraiment voir le bout du tunnel dans cette affaire. La FEGIFOOT avait annoncé surtout le dépôt de la plainte au niveau du tribunal arbitral du sport pour cette affaire, même si la communication tardait un peu pour informer le public sportif de la situation où on était. Mais là, c'est à la dernière minute, la semaine dernière, on nous informe, cette semaine même, on nous annonce la date pour du procès. Je dirais vraiment que c'est une offre de soulagement pour ceux qui croyaient le combat mené par les responsables, les autorités du football, la FEGIFOOT et puis le ministère, parce que si vous avez des autorités aussi ambitieuses qui rêvent et qui souhaitent que le pays soit respecté partout à l'international, je crois vraiment que ça sera une victoire pour l'autorité guinéenne surtout et la Fédération guinéenne de football dans ce combat, vu le comportement et vu tout ce qui s'est passé sur le terrain. Et ce sera une façon aussi de dévaloriser ou de désavouer les décisions de la Confédération africaine de football qui perd généralement dans les procès face à quelques personnes, parce que le cas de Samuel Eto'o, la Confédération avait perdu face à Samuel Eto'o et face au Marocain également. Alors si cette situation aussi se présente, ce sera une façon aussi, la CAF se décrédibilise à nouveau face aux instances. Alors là, ça sera une bataille entre la Guinée et la Confédération africaine de basketball qui disait de football, merci, voilà. de football qui jugeait le dossier de la Guinée recevable et puis sans fond ou quoi d'autre que la CAF, sans donner des explications parce qu'il fallait juste se limiter sur la façade pour dire que non, ce n'est pas quelque chose aussi de grave. Et la CAF se contredit même dans ses propres statuts. Alors moi je pense vraiment que ça sera une façon de dire à la CAF de revoir sa façon de faire, même si cette institution a des ambitions ou a des liens qui tordent la main au pays, à la Tanzanie, pour recevoir non seulement pour la réception du dernier championnat d'Afrique des Nations, et puis sur l'éventuel CAN 2027 que la CAF prévoyait d'octroyer l'organisation à ce pays. C'est déjà octroyé. Voilà, à ces trois pays. Alors moi je pense vraiment qu'il est temps de revoir, et si la sanction doit suivre, le pays qui a violé les principes de l'institution s'expose à ce genre de situation. Voilà, aujourd'hui, oui, allez-y. Vous savez aussi, ça dépendra du dossier de la Guinée. La Guinée quand même a pris un cabinet belge qui va aller défendre les dossiers de la Guinée au niveau du tribunal arbitral de sport. Donc les arguments qui seront avancés à ce niveau permettront en tout cas à la Guinée de gagner la bataille. C'est ça aussi le problème, parce que il ne s'agit pas que de programmer l'audience, mais il faut aller très armé, avec beaucoup d'arguments, exposer devant
en tout cas le tribunal arbitral du sport, pour prouver à la face du monde qu'il y a bel et bien eu une infraction dans le jeu, puisque le numéro 26, effectivement, même si le nom figurait sur la liste, mais le numéro n'était pas là. Voilà, donc au tribunal, il faut être armé, parce que la Guinée va contre deux institutions, j'ai envie de dire. La Guinée va aller contre la Tanzanie et contre la Confédération africaine de football. Donc, il y aura des témoins côté tanzanien qui vont venir se défendre réellement sur ce dossier-là, et côté guinéen aussi, pareil. Donc, ce que je veux savoir, Lancé, est-ce que pour nous, qu'est-ce que les textes disent par rapport à ça? C'est ça aussi le problème. Si les textes parlent clairement, je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure sur... Oui, vous savez, au niveau de la... Je crois que ça va être déjà un élément déclencheur pour la Confédération africaine de football, de revoir en quelque sorte ces textes-là, parce que c'est le règlement de la compétition, c'est-à-dire de la CAN, qui accompagne ces règlements aux éliminatoires. Mais sauf que quand on prend les éliminatoires, la compétition, c'est que le nom est floqué et en même temps le numéro. Et voilà, donc au niveau de la Confédération africaine, au niveau des éliminatoires, ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est le numéro qui est affiché sur le maillot, et donc le nom n'est pas affiché. Est-ce qu'au niveau des contrôles de passeport, est-ce que le joueur a été effectivement contrôlé avec le dossard numéro 26? Tout ça, c'est des détails qu'on doit donner au niveau du tribunal arbitral de sport. Est-ce que le fichier, dès l'instant qu'on a fait la fin du match, le fichier qui a accompagné le joueur était bel et bien inscrit? Oui, il avait son nom, mais le numéro ne figurait pas. Ou le numéro 26 est venu d'où? Donc tout ça, c'est à débattre au niveau de là-bas. Comme je le disais avant, moi je me disais à un moment donné que puisque le joueur en question, ce n'est pas un joueur qu'on a inventé, c'est un joueur qui était quand même là, il faisait partie de l'effectif. Donc son nom était inscrit sur la feuille du match avec le numéro 24. Je me disais que l'infraction était quand même minime par rapport à l'intention que la Guinée avait. Mais à un moment donné, la Guinée a cru, donc aller jusqu'au bout, se faire respecter, parce que la démarche là, c'est de se faire respecter au niveau de la CAF. La première sentence qui a été rendue par la Confédération africaine de football, qui débutait la Guinée, et donc la Guinée a constaté plusieurs irrégularités. Et donc ils ont fait appel, ils sont allés aux tâches. Non seulement si on gagne contre la CAF et la Tanzanie, on va se faire rembourser par les frais arbitraires d'arbitrage, la Guinée, puisque la Guinée a quand même financé plus de 50 000 $ pour ce procès-là. Donc, à l'avocat qu'on a pris, ce cabinet-là, de constituer, justement, effectivement, voilà, donc de constituer le vrai dossier pour aller défendre le dossier guinéen, et si la Guinée gagne gain de cause, oui, on va jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur quelle base? Parce que ce qu'il vient de dire, écoutez un peu, ça ne fait pas rire, hein, Max, parce que c'est inquiétant. Et c'est stressant, tout le monde est stressé, on a sur l'espoir et le stress. Aujourd'hui, on est parti au TAS, après avoir reçu deux échecs en face avec la CAF, on vient au TAS. Ça a pris trop de temps, ça a traîné. Aujourd'hui, on a une date pour l'audience. Mais quel sera le résultat? Sur quel argument on va se baser pour dire aujourd'hui on peut avoir gain de cause? Ouais, là ça dépendra de la compétence ou la compétence des avocats que nous avons, surtout le cabinet qui est reconnu pour défendre. Mais selon la fédération, c'est un cabinet qui est reconnu dans ce genre. Dans ce genre, oui, généralement. Quand vous partez dans ce genre, mais la Tanzanie aussi va se faire accompagner par un cabinet aussi. Tout à fait. C'est argument contre argument. Si vous parvenez quand même à placer des meilleurs arguments, vous avez des arguments, vous avez des preuves solides, dire que le joueur inscrit sur le numéro 24 et puis il joue avec le numéro 26, on sait vraiment que le football c'est le dossard. Et si vous venez dans un match... Surtout les éliminatoires, c'est le dossard, parce que le nom n'est pas inscrit. Tout à fait, le nom n'est pas inscrit. Surtout les éliminatoires. C'est le dossard. Sur ça. Oui, c'est un argument solide. C'est un argument très solide. Oui, et si c'est à la phase finale, on a le nom. Tu n'es pas obligé même du fois de regarder le numéro. Oui. Tu dis le nom du joueur. Mais les éliminatoires, c'est forcément le numéro. Bien sûr. Après, derrière, comment est-ce que cela a pu, comment on appelle, échapper au commissaire du match? Parce qu'un commissaire du match est tenu de tenir compte de tous ces facteurs avant le début du match. Un commissaire du match, il contrôle tout et après finalement... Oui, vous savez, selon nos confrères qui étaient sur place, disaient que même les commissaires n'ont pas fouillé totalement tout ce qui se passait selon les dits de quelques confrères, parce que là, après le match, même pour recevoir la plainte formulée par l'équipe guinéenne était un peu compliqué. La réserve portée du capitaine de l'entraîneur, difficilement que la CAF ou les reprises de commissaire a
reçu difficilement cette plainte. Alors là, c'est une situation qui peut s'expliquer que c'était un peu orchestré avant même le coup d'envoi. Il fallait qu'un missionnaire ce soit là. Mais par rapport à cette affaire, je pense vraiment que si nous parvenons quand même à mettre en place une très bonne commission des avocats ou ce cabinet pour mieux défendre, on les explique tas par tas, et puis coincer la CAF même selon ses propres textes qui disaient que les erreurs administratives seront vraiment sanctionnées et puis qui pourraient même empêcher le pays fautif à ne pas se présenter ne pas jouer la prochaine édition. Ah bon? Alors oui, c'est dans les textes, oui. Si la sanction s'avère et que la décision tombe, et sera non seulement privé de cette édition, de l'édition auquel la Tanzanie s'est qualifiée, et la prochaine édition, même si la vision de la CAF, c'est la Tanzanie et 2 autres pays qui devraient recevoir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors là, la CAF a du pain sous la planche pour vraiment chercher aussi à se défendre face à la Guinée pour ne pas que son potentiel client perd non seulement l'organisation et se mettre à chercher d'autres clients pour... Mais il fallait le trancher depuis le début. Non, mais vous savez, quand vous avez... Finalement, la CAF va se faire ridiculiser. À 3 fois, vous partez au match, vous tranchez et puis vous n'avez pas gain de cause. Oui, mais bien sûr, parce que là, le tribunal arbitral du sport n'a pas de parti pris dans les conditions normales, parce que c'est une juridiction indépendante qui doit dire le droit par rapport aux textes qui régissent le fonctionnement du sport en général. Maintenant, si la CAF qui a rendu la décision sait qu'elle n'a pas d'argument solide pour aller défendre son dossier auprès du tribunal du sport, forcément elle va être déboutée. Mais si elle a un argument solide pour aller défendre, contre-argument, et voilà, donc finalement on verra qui d'entre la Guinée et la CAF ou la Tanzanie a tout à fait raison. Mais c'est quand même quelque chose de très compliqué. L'unique argument où la Guinée va se baser, c'est la présence du numéro 26. Oui. Mais c'est ça. C'est là le citoyens qui se sont exprimés par rapport à ce sujet. On va les écouter avant de revenir sur ce plateau. Non, tout est possible. Hein? Parce que ballon, football, l'eau en a fait. Si la Guinée a raison, la Guinée peut qualifier. Hein? Tous les moyens sont bons. Si la Guinée a raison, personne n'est au-dessus de la loi. Football, règlement Nama, loi Sarina. Ali, Tanzanie, même si c'était tiré sur Rabaranaki. Tanzanie, Eurnema. Et non, mais éliminé Dédé. Quand je parle que j'ai plein d'espoir, parce que les démarches entamées, tout a été correct jusqu'à ce niveau. Nous avons accepté que la procédure soit accélérée. L'État a payé les 48 000 €, ce qui fait que la Guinée est engagée pour laver son honneur. C'est ce que j'ai aimé et c'est ce qui me donne de l'espoir. Aujourd'hui, moi je vais entendre que la Guinée est qualifiée et la Tanzanie est disqualifiée sur la base des faits. Nous n'avons rien inventé. Les règlements du football, c'est cela qui doit être appliqué et voilà le problème. Cette chose-là, ce n'est pas à faire lors d'un championnat. Maintenant, une équipe a fait ça. Pourquoi ne pas les disqualifier? Maintenant, les autres équipes maintenant passent. Tu vois un peu. Donc nous, Tanzanie a les connaît. Même la FIFA même, elle connaît déjà. Tanzanie a mal fait quoi. Ils ont mal réagi. Ce qu'on a fait là, c'est pas joli à voir quoi. C'est interdit de ne pas faire ça. Maintenant, eux, ils ont fait ça. Donc, si la fédération guinéenne peut faire quelque chose là-bas, ça va nous faire plaisir quoi. Parce que nous quand même, on ne peut pas être disqualifiés comme ça. Banalement. Malheureusement, Tanzanie nous a battus quoi. Mais quand même, ce n'est pas la réalité quoi. Ce qu'on nous avait dit à propos du championnat et ce que la Tanzanie a fait, c'est pas réel. À Lens, ça murmurait également nos confrères qui étaient ce jour-là du côté de Dar Salam pour le match Tanzanie-Guinée, la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Qu'après le match, le numéro 26, la même personne, était introuvable. Oui. Quand la Guinée a interpellé le commissaire pour dire qu'il y a une irrégularité, ils ont cherché le joueur, on ne l'a pas retrouvé. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pourquoi tout à l'heure, d'où mon interrogation. Il a joué oui. Il avait joué. D'où mon interrogation sur, comment on appelle, le rôle du commissaire du match. Oui. Voilà, est-ce que le commissaire du match était réellement impliqué dans cette situation? C'est la grosse question. On a l'impression que c'était un homme d'affaires. Il vient, il fait le match. Après, il va... chacun est en train
de lutter pour avoir gain de cause sur cette situation. Bien, je crois que oui, ce commissaire du match, le rapport du match doit être réellement visionné par rapport aux deux parties. Qu'est-ce que le commissaire du match a pu mettre dans son rapport du match par rapport à cette rencontre-là. Comme je l'ai dit, je crois que ça dépendra des arguments avancés des uns et des autres. Ouais. Pour pouvoir gagner cette bataille-là. Ce n'est pas aussi donné d'avance pour nous qu'on exactement, qu'on pourra avoir même la presse tanzanienne, je me suis amusé un peu à traduire les coupures de texte, ils ne sont pas sereins. Hein? Ouais. Depuis un certain moment. Depuis qu'on a annoncé la date de l'audience, c'est la panique totale. Avant même le procès, depuis que la Guinée a porté réserve sur ce numéro 26, la presse tanzanienne déjà annonçait sur l'irrégularité et l'erreur administrative de la part de la Fédération tanzanienne de football sur cette situation. Et puis beaucoup étaient aussi pessimistes par rapport à la qualification même de la Tanzanie. Mais beaucoup, comme nous autres joueurs guinéens, on était surpris surtout que la Confédération tranche aussi sans aller en profondeur, donner d'autres explications liées. Et vraiment, alors que c'est ses propres textes qui sont bafouillés. Ses propres textes sont bafouillés. On ne comprend plus rien. Oui, il y a aussi l'aspect résultat. Je ne sais pas si ça peut tenir, oui, parce que quand on regarde en termes de résultats techniques, la Tanzanie quand même a réussi à battre la Guinée en aller comme retour. Voilà. Est-ce que le joueur en question a été impactant sur le match en question? Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faudra inclure dessus. Oui, justement, c'est ce que je dis. Parce que nous, on a été victimes. Oui, c'est ce que je dis maintenant. C'est pourquoi, à la Fédération guinéenne de football, de s'armer énormément d'arguments, surtout avec ce cabinet-là, pour aller défendre le dossier guinéen. Parce qu'aujourd'hui, voilà, donc les jeux restent accrochés à cette fédération-là. Et si elle réussit à gagner cette bataille, je crois qu'elle aurait légitimé. Dans peut-être 20 jours, on aura pratiquement le résultat. Et ce sera peut-être la joie ou bien encore une désolution pour le parce qu'une canne quand même. Une canne à 24, ça la Guinée. Vraiment, il faut s'en prendre à nous-mêmes. On a tout le problème, c'est les Guinéens même qui ont créé ces problèmes. Aujourd'hui, ici, on a gagné du côté du temps, salam de délaï. Sinon, c'est de revenir au pays et se battre. Et tirer les leçons. Si on arrive à les tirer, parce que souvent on tire les leçons, on les met dans les tiroirs aussi. Bien sûr. On ne va pas avec, on ne tire pas les leçons pour vraiment tirer les leçons. On tire les leçons pour les mettre dans les tiroirs. Donc moi, je crois que le ministère des Sports doit vraiment se lever, prendre son bâton de pèlerin et aller un peu remuer à la Fédération guinéenne de football pour que ça se passe. Parce qu'avec les guéguerres, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut jamais s'en sortir. Ça impacte directement. C'est les équipes L'incompréhension répercute toujours sur le résultat. Voilà. Parce que tant que au sommet, ça n'est pas bien géré, donc ça se répercute automatiquement. Aujourd'hui, pratiquement en termes de sport, on n'a pas de résultat. Et nous-mêmes, la presse, on doit faire le mea culpa, revoir un peu, se retourner, se ressourcer et revenir sur une nouvelle base parce que là, comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Une presse sportive totalement divisée depuis plusieurs années, bientôt 10 ans. Parce qu'on a des invités qui attendent Max. Ok, c'est bon. Moi, je pense vraiment qu'il faudra unir nos forces. Il faudra que ces guerres finissent surtout sur le patriotisme. On ne peut pas jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, ça, le meilleur attaquant africain, c'est Rugarci, sont absents dans une compétition comme ça. Il est même nominé, il est parmi les 10 joueurs nominés pour la prochaine... Pour le CAF Award, le Ballon d'Or africain. Donc s'il jouait la CAN, je crois que ça peut aussi l'aider. Même si c'est les résultats de l'année dernière qui sont récompensés. Pas cette année, c'est 2024, je crois. Bien sûr. Saison 2024 et 2025. Voilà. Donc on va continuer à prier. Espérons qu'on gagne la bataille. Même si on n'a pas gagné sur le terrain. Si on gagne, mais généralement, le Sénégal nous a éliminés comme ça dans les bureaux. Parce qu'on élimine le Sénégal dans les phases de poule, on se qualifie et puis c'est le Sénégal qui participe à une Coupe du Monde à la place de la Guinée. On retire nos médailles pour remettre aux Sénégalais pour aller jouer la Coupe du Monde des U16 du côté du Brésil. Et on a encaissé une sanction pour... on a même ramené les médailles. Les médailles et puis sanctionné à deux éditions. L'édition 2021-23, on n'a pas participé. On est revenu après pour les autres éditions. Je pense vraiment que là, la CAF doit être à mesure de respecter cet texte. Voilà. Nous allons rester toujours avec le football pour parler cette fois-ci
des matchs retour du second tour préliminaire des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football qui se sont joués les 24 et 25 octobre. Aucun club guinéen donc ne verra les matchs de poule lancés. Après un match nul 1-0 lors du match aller, le AFIA, notre représentant en Coupe de la Confédération africaine de football Total Energy, s'est déplacé en Algérie pour défier le CR Belouizdad. La rencontre a été programmée le vendredi dernier. Le résultat final, c'était 2-0 pour le club algérien. Finalement, le AFIA a été éliminé au deuxième tour. Bien sûr. On ne verra pas les matchs de poule. Ah oui, on ne verra pas les phases de groupe. Avec la Ligue des Champions également de la CAF, l'Oréa aussi qui prend 3 buts au match aller avec un carton rouge. Deux cartons rouges. Voilà. Donc, finalement, aucun club, cette année encore, ne verra les matchs de poule. Ah oui, c'est quand même énormément de déception, en tout cas au niveau des clubs. Parce que, tout à l'heure, on parlait globalement de l'aspect du football qui n'a pas de résultat. Et bien, nos clubs aussi sont freinés en cours de route à la porte, juste des phases de groupe. Le AFIA qui pourtant avait très bien démarré, contrairement au Real, le AFIA avait très bien démarré avec un bon contenu qui s'est procuré énormément d'occasions. C'est d'ailleurs pourquoi moi j'ai fustigé le comportement des attaquants du AFIA, qui avaient l'opportunité en tout cas de scorer. Malheureusement, ce n'a pas été le cas puisque le club a tout donné. Après finalement, par manque d'expérience, comme vous le savez souvent dans les petits détails, on s'est fait surprendre par cette équipe du CR Belouizdad. Voilà, en tout cas, c'est une déception totale, une déception. Peut-être que le Orea, il y a 2 ans, 3 ans, qui jouait les phases de groupe, mais contrairement au AFIA qui lutte toujours à intégrer ces phases de groupe-là, mais qui est chaque fois freiné quand il s'agit d'obtenir ce précieux sésame. Et voilà, aujourd'hui, le AFIA est éliminé. Dommage pour le football guinéen. Encore une fois, il faut revenir tirer les leçons, surtout au niveau de ces clubs-là. Voilà, c'est préparé pour la saison prochaine, encore une fois, essayer d'intégrer ces phases de groupe-là, parce qu'on ne fait que perdre de l'argent, non seulement en termes d'indices, on va perdre, mais aussi en termes de finances, on va aussi perdre, puisque c'est énorme. Chez nous, oui, il y a tous ces aspects-là. Regardez hier le stade là où l'Oréa a joué à Rabat. Mais vous jouez contre l'Oréa contre les forces armées. Ça, c'est l'aspect global du sport guinéen. En termes d'infrastructure, c'est pourquoi tout le temps, nous, on ne fait que dénoncer, on a quand même besoin de ça. On a besoin d'infrastructures, pas que pour le football, mais pour toutes les disciplines sportives. Oui, bien sûr. Quand on a des infrastructures, on fera forcément des résultats. Mais tant qu'on a à peine, encore une fois, toujours on continue avec ce perpétuel recommencement qu'on n'a pas d'infrastructure, je crois que le sport ne peut pas se développer. Et donc c'est la réalité encore par rapport aux AFIA. Ils sont obligés d'aller jouer dans un autre pays. Ça, c'est des saignées financières pour ces clubs-là. Après, derrière, le public n'accompagne pas. Il n'y a pas de ferveur pour l'accompagner. Imaginez si c'était au stade du 28 septembre. J'aurais parié que ces clubs-là allaient pouvoir faire quelque chose parce que le 12e homme était là. Mais ce qui a péché, du côté du Belouizdad et du côté de Rabat, le public était à fond derrière leur équipe. Voilà. Et donc ça fait qu'on a perdu. Et c'est là aussi, n'excuse pas qu'on évoque le contenu qu'a produit les équipes. Et qui parle du résultat, parle d'une très bonne politique. Et parce que nous, depuis un certain temps, il manque cette politique sportive chez nous. Parce que si vous voulez vraiment que le public accompagne, il faudra que nous ayons nos propres installations et il faudra que le 12e homme accompagne. Je me rappelle un match ici du AFIA contre l'étoile du Sahel. Ici, AFIA, malgré la forte pluie, ce qu'on a créé ce jour-là, et puis AFIA est parvenu à s'imposer à domicile, vu l'accompagnement du public ce jour-là. Alors, ces derniers temps, le AFIA et le Orea étaient vraiment nos vrais ambassadeurs pour représenter le pays dignement dans les compétitions. Mais malheureusement, au deuxième tour, ces équipes sont freinées par les clubs venant du nord de l'Afrique. Je me dis vraiment que ça, c'est le résultat qu'on aurait vraiment corrigé, parce que le AFIA l'a rappelé, le match retour, déjà vous jouez un match, enfin la première période, le AFIA
avait eu pas mal d'occasions, mais le AFIA s'est laissé perdre. De football guinéen. On n'a pas été réaliste. Les attaquants n'ont pas été réalistes. Maintenant, suite à une petite erreur, le AFIA encaisse un premier but. Et puis vers la fin, et puis le AFIA encore encaisse un second but pour les bloquer totalement la route. Et pour le Orea, on pouvait un peu comprendre, parce qu'avec le carton rouge qui est tombé aussitôt dans le match, et à la 24e minute, oui, pour le penalty et puis le but, cela a démoralisé le club de Matam. Et il faudra corriger, il faudra revoir les vidéos, il faudra retravailler, les deux présidents donc a convoqué non seulement le staff pour revoir et puis se projeter sur une nouvelle vision pour la saison et puis pour la prochaine édition des compétitions CAF, pour que nous participons pour aller dans les phases de poule. Parce que je me rappelle, il y a 2 ans, le dernier club guinéen au moins a joué les phases de poule d'une compétition, c'était Sor Academy, même si sa participation ici était aussi catastrophique, mais au moins ils n'avaient pas d'installation, ils n'avaient pas de moyens, et puis ils étaient obligés de sillonner entre les pays, et puis accepter de jouer certains matchs sur l'équipe adverse. Alors je pense vraiment qu'il est temps aussi que nous revoyons ce côté installation, infrastructure pour toutes les disciplines, pour éviter que nous deviendrons aussi des nations qui donnent beaucoup d'argent aux autres pays pour accueillir nos matchs, et que par contre les stades sont vides pour accompagner nos athlètes. Voilà, moi je crois que sur le plan technique, le Oroya a déçu plus d'un. Même si en première période, le AFIA s'est battu, mais côté Oroya, déjà même si on prend un carton, il y a des équipes qui prennent le carton à la 5e minute, mais qui arrivent au moins à limiter les dégâts. 3 buts, c'est un peu trop pour l'Oroya quand même. Oui, 3 buts, parce que là, l'Oroya a été pénalisé par des décisions arbitrales. Justement, c'est vrai que ça ne justifie pas aussi que le carton n'est pas mérité, mais après, il y a des faits de jeu souvent qui plongent l'équipe. Qui fait que les joueurs quittent complètement dans l'esprit du match. C'est ce qui arrive souvent à des équipes du sud du Sahara. Oui. À les équipes du sud du Sahara. Quand ils se déplacent chez les pays du Maghreb, parce que leur spécificité, c'est quoi? Ils peuvent provoquer. Oui. Voilà, ils font tout pour te faire sortir de ton match. Et donc, si tu cèdes à cette provocation, eh bien, pratiquement, tu coules carrément. C'est ce qui est arrivé au Orea. Le jeune Mamadi Mara, on peut parler d'erreur de jeunesse, 17 ans, pour un gamin qui découvre une compétition, d'erreur de jeunesse par rapport à cette faute-là. Mais il y a eu pratiquement la même action du côté marocain, mais qui n'a pas aussi bénéficié. Voilà, qui n'a pas été sifflé. Donc il y a des faits de jeu là. Mais cela ne doit pas empêcher de voir la beauté du football, de montrer de quoi vous êtes capable. Voilà, et c'est pourquoi, justement, il ne fallait pas porter le flanc, surtout le staff technique qui était aussi nerveux comme les joueurs. L'entraîneur même a pris un carton jaune. L'entraîneur a pris un carton jaune, ça a complètement sorti les joueurs. Là, quand vous venez jouer contre une équipe du nord de l'Afrique, vous dites que non, on se déplace pour jouer contre eux, c'est juste pour remplir les formalités. On sait vraiment que l'arbitrage va peser sur nous. Alors là, totalement que vous créez votre Vous venez déjà battu. Vous venez battu. Moralement battu. Surtout que le Orea savait vraiment que cette équipe était aussi tenable, parce que le match allait, le Orea, on a vu que la façon dont le Orea, après l'ouverture du score, et cette équipe est revenue pour égaliser vers la fin du match. Alors je pense vraiment que le Orea devrait avoir les mêmes mentalités, commencer à jouer, quelle que soit la provocation et les décisions de l'arbitre. Au moins, on sent vraiment que c'est des situations qui arrivent dans un match quand vous jouez contre les clubs, surtout que le Orea jouait contre les forces armées royales. Alors déjà dans la tête, on sait que la pression était là, il fallait la décision de l'arbitre allait forcément basculer, mais il fallait que le staff technique et l'entraîneur même aient son propre discours pour leur dire allez jouer au football. Quelle que soit l'issue de la rencontre, jouer au football, chercher quand même à produire le foot du Orea. On n'a pas besoin, laissez les décisions de l'arbitre. Faites, si vous marquez, l'arbitre ne va jamais refuser le but. Voilà, alors, surtout si que le premier carton rouge, ils ont occupé ça en la première période. Je crois qu'on pouvait limiter les dégâts à la mi-temps pour parler aux joueurs, mais ça n'a pas été le cas. Et ils vont revenir jouer le championnat d'ailleurs qui a effectivement démarré ce dimanche. À Yorokodia, le Louba FC recevait le Karfamouria FC. Au stade de Koléa, la Renaissance affrontait le Milo. À Kamsar, je vais dire, le CIK était opposé à l'association sportive de Kaloum. Un championnat, vraiment cette fois-ci, que la date a été respectée. Oui, une première. Oui, date respectée. Et subvention payée. La première tranche de subvention payée. Oui, c'est l'accord. C'est l'accord. La première tranche, la subvention payée, la date a été respectée. Et donc, les calendriers sont disponibles. Il n'y a pas trop de débat autour du démarrage du championnat. Et je crois que c'est quand même
même la bonne nouvelle, contrairement aux autres disciplines qui organisent régulièrement les championnats sans problème. Au niveau du football, tout le temps, c'est le débat. Le football, oui, on est dans le débat. C'est partout dans le monde. Oui, mais même si après. Mais cette fois-ci, on a démarré à temps. Mais cette fois-ci, on a démarré à temps. Oui, on est dans octobre. Contrairement à c'était au mois de janvier. En attendant, nos clubs qui sont engagés en compétition africaine souffrent. Il faudrait démarrer avant la campagne africaine, moi je crois, c'est l'idéal. Parce qu'on a joué contre l'ASFAR qui avait joué 5 journées du championnat. Et l'OAFIA a joué contre CR Belouizdad qui avait déjà joué 6 journées du championnat. Voilà, il faudrait qu'on arrive à commencer le championnat avant la campagne africaine, même s'il pleut énormément chez nous, mais ce n'est pas aussi un argument pour ne pas commencer le championnat. Au mois de septembre, c'est bon d'organiser de comment démarrer le championnat, même s'il y a la pluie. On sait vraiment, aucun enfant né en Guinée grandit se plaint de la pluviométrie en Guinée. Je pense vraiment que si nous commençons, et surtout c'est un défi pour le nouveau président, Elhadji Mamadi Diomandé, qui arrive là encore. Mais qui était de la maison. Hein, oui, qui revient. Voilà. Là, autrefois, il était secrétaire général. C'est pas un étranger. Oui, il était secrétaire général. Mais là, la cheville ouvrière même de la Ligue guinéenne de football. Mais là, il revient pour être en tant que président. Je pense vraiment que il a du chemin à faire et je sais vraiment qu'il est ambitieux parce que il nous annonçait des bonnes nouvelles autrefois avec surtout qu'une première partie des subventions payées et d'autres projets qui arrivent pour mieux accompagner le championnat guinéen. Je pense vraiment que ça c'est une très bonne nouvelle. Espérons que ces engagements se réalisent sur le terrain et qu'on joue le championnat en intégralité sans enregistrer des fausses choses ou des fausses nouvelles. Et je pense vraiment que si nous parvenons quand même à jouer, ça sera un offre de soulagement à l'image des saisons avec la saison 2015-2016 jusqu'en 2019. Je disais qu'on jouait vraiment le championnat à temps et puis les choses étaient là, l'ambiance était là et il faudra que la Ligue aussi essaye de convaincre, que les clubs parviennent à convaincre les supporters de venir au stade pour apporter de plus au club. Voilà, on va commencer à recevoir nos invités. Quand on joue dans un match comme si on était dans un cimetière, alors ça c'est... pas du tout normal. Une petite pause avant de revenir sur ce plateau. Nous recevons à présent Mamadou Ba Silla, il est le chargé à l'organisation du semi-marathon de Conakry. Donc nous allons parler de l'athlétisme, la discipline mère. Donc, M. Silla, bonsoir, même s'il n'y a pas un M. Silla. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous allons parler de la 10e édition du semi-marathon de Conakry. Et vous êtes devant les journalistes. Ils vont vous poser quelques questions. Vous allez nous situer. Où en sommes-nous dans les préparatifs? Ouais, les préparatifs évoluent très bien. Vous savez, le semi-marathon a débuté depuis les années 2012 avec Total Energy. Mais auparavant, on a organisé 8 éditions avec Shell. En ce moment, nous étions avec la coopération française. Et après les 8 précédentes éditions, en 2012, nous avons démarré avec Total Energy. Chose qu'il a été... Maintenant, nous sommes à la 10e édition de ce semi-marathon. Et par rapport à l'organisation, aujourd'hui, l'inscription évolue très bien. Nous sommes à 80% d'inscription. Et juste bientôt, à partir du 1er, nous allons commencer à distribuer les maillots. Voilà. Question, vous avez Mamadou Ba Silla devant vous. Oui, moi, cette année, il y a combien de kilomètres prévus pour les différentes étapes de ce semi-marathon? Bon, nous avons 3 étapes. Vous avez les courses de 7 km, et de 12 km et de 25 km. 25 km, c'est pour les professionnels. Donc pour les 7 km, c'est de l'Esplanade du Stade du 28 septembre en passant par l'hôpital Donka. On contourne via l'autoroute, on remonte sur le pont de Madina, après on revient sur l'Esplanade du Stade du 28 septembre. Par rapport aux 12 km, c'est du stade 28 septembre jusqu'au pont 8 novembre, Corniche Mouchoudougou, on allonge la Corniche Boussra jusqu'au lycée Matam, on remonte vers Carrefour Constantin, le pont de Kenya, on rallie la Bellevue, après on revient au stade 28 septembre. Par rapport aux 25 km, c'est les mêmes itinéraires, mais arrivé au lycée Matam, on va continuer jusqu'au siège de Horea, en passant par l'ambassade de la Russie. Voilà, on allonge jusqu'au niveau d'Abondi, on remonte sur le pont de Bessia,
Après, on rallie l'autoroute. L'autoroute jusqu'au niveau de Kenya. On remonte sur le pont. On vient jusqu'au niveau de Carrefour La Bellevue. Après, on rallie le stade du 28 septembre. Moi, je me retrouve déjà dedans. Ah bon? Ah bon? Je me retrouve déjà dedans. Donc, tu es un candidat potentiel. Non, je me retrouve déjà dedans, dans les 21 km. Je me dis, Omax pourrait se retrouver dans le truc, parce que je vais terminer certainement dernier de la course, ou bien c'est les services de protection civile qui vont vraiment me repêcher pour mettre dans leur truc, pour partir. Alors, merci. Alors, là, avant de laisser là continuer, alors, pour cette édition, la 10e édition, les critères du choix, de sélection, on sait vraiment que on ne participe pas à ces genres d'activités sans au moins mettre des préalables sur place pour éviter des situations catastrophiques. Voilà, vous savez, nous sommes à notre 10e édition. Déjà, moi, je dis la 18e édition. Le semi-marathon, pour y participer, il faut respecter certaines conditionnalités. À savoir, il faut venir faire la visite médicale au niveau du centre médico-sportif guinéen. Il y a des médecins assermentés qui sont là-bas, qui vont essayer de regarder même les glycémies. Ils vont regarder les glycémies. Ils vont essayer de voir la tension. Ils vont faire des contrôles médicaux. Après, on valide votre participation. C'est à l'issue de ces visites médicales qu'ils vont vous orienter vers la commission d'inscription. Est-ce que je... Oui, c'est quoi la particularité? Qu'est-ce qu'on peut, de cette 10e édition, contrairement aux autres éditions? Voilà. Contrairement aux autres éditions, bon, chaque année, on évolue par rapport au nombre. Et si vous avez compris, la 9e édition, on avait 9000 coureurs. Et après 2 ans de 17, on n'a pas pu organiser le semi-marathon, faute d'infrastructure. Vous savez que le stade du 22 septembre était en chantier, donc, et jusqu'après en chantier. Donc, chose qui nous a permis, les partenaires ils ont dit net qu'ils ne peuvent pas continuer à organiser le semi-marathon vu que le stade n'est pas disponible. Maintenant, la particularité de cette année, au lieu de qu'on rehausse par rapport au nombre, nous avons diminué. De 9, nous sommes revenus à 7000 coureurs qui sont répartis comme suit. Vous avez 3200 au niveau de 7 km. Vous avez 12 km, c'est 2500. Et 21 km, 1300 personnes qui vont compétir. Et la particularité est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui accompagnent aujourd'hui le semi-marathon. Vous savez, la Fédération guinéenne d'athlétisme, c'est le pouvoir des compétitions de course en Guinée. Mais ce qui est paradoxal chez nous, nous voyons des entreprises qui se lèvent dès matin, ils viennent et disent on organise le marathon, on organise le semi-marathon, sans savoir qu'est-ce que c'est que le semi-marathon, qu'est-ce que c'est que le marathon. Maintenant, sans prendre des dispositions, ils viennent voir l'autorité, parfois le ministère des Sports, et qui leur disent bon, allez voir la Fédé par coup de téléphone, ils viennent ou ils ne viennent pas, mais ils organisent l'événement. Donc, il faudrait attirer l'attention de l'autorité par rapport à cette situation, parce que c'est les compétitions qui font vivre les fédérations. Et si les fédérations n'ont pas de moyens pour organiser leurs compétitions, mais aussi des partenaires qui peuvent épauler à travers leur sponsoring, à travers les partenariats, qui peuvent épauler les fédérations là pour évoluer, si ces entreprises arrivent à organiser même des compétitions, elles-mêmes les compétitions, vous savez, ça va impacter et les sportifs et le fonctionnement de l'administration fédérale. Donc, il faudrait attirer l'attention des autorités par rapport à ça. La seule instance qui est censée d'organiser aujourd'hui en Guinée les compétitions de course, c'est la Fédération guinéenne d'athlétisme. C'est quand est-ce même le semi-marathon? C'est le 9 novembre. Le 9 novembre. Oui. Donc, vous avez le temps de revenir encore ici pour parler à date, est-ce que vous avez tous les inscrits de différentes phases? Le nombre aujourd'hui. Voilà, nous sommes à 80%. Par rapport à 7 km, nous avons déjà clôturé cette phase. Non, nous sommes des potentiels candidats. Il n'y a pas de problème, vous savez. Non, pas vous serez les bienvenus. Mais moi, je vais courir avec Cadet. Non, moi, je vais faire les 25 km. 25 km, moi, je suis candidat. Moi, je vais faire. Nous voulons faire comme Courbatin, 42 km. Et bon retour chez vous. Merci. Nous serons avec vous tout au long de votre semi-marathon, Inch'Allah. Merci. Et bonne chance. Merci. Nous allons marquer également une courte pause pour ouvrir le dossier des sports de combat sur ce plateau.
Nous recevons à présent la Fédération guinéenne de judo qui a récemment organisé son championnat national. Bonsoir Abdoulaye et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Kadiatou, bonsoir à ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement et à vos attaquants de soutien. Voilà, je rappelle qu'Abdoulaye Diallo est sur ce plateau en tant que chargé de communication de la Fédération guinéenne de judo et non journaliste de la RTGA. Donc, toutes les questions susceptibles de nous édifier et d'édifier nos téléspectateurs, vous avez la latitude de les poser. Merci Abdoulaye, félicitations pour la qualité organisationnelle de ce championnat. Alors, on sait vraiment que vous avez été non seulement récompensé par l'association de la presse sportive lors de la dernière édition du côté du chapiteau, et vous parvenez aussi à réussir dans votre activité. Alors, faites-nous un peu un condensé lié à ce championnat national de judo que vous avez organisé dans le Palais des Sports. Merci, et comme vous le savez, c'est dans le plan d'action annuel de la fédération. Les compétitions à l'international, oui, mais avant tout d'abord, c'est de renforcer le soubassement. Et qui parle de renforcement du soubassement passe forcément par l'organisation à l'interne des compétitions pour détecter ça et là les judokas ou judokas susceptibles en tout cas de meubler les sélections nationales. C'est dans cet ordre d'idées que ce championnat est organisé. Vous avez bien dit, bien fait de rappeler en tout cas ce sacre-là du judo guinéen lors du Nimba d'or spécial transition. Durant les 4 dernières années, le judo se fait compter parmi les meilleurs de notre pays sous la transition. Et après, ça s'est concrétisé un peu par des bons résultats à l'international, notamment l'Open de l'île Maurice, à Port-Louis, où les judokas guinéens sont revenus avec 4 médailles d'or, ce qui a permis à la Guinée de finir 4e dans cette compétition, derrière les pays maghrébins, notamment l'Égypte, le Maroc et l'Algérie. Et maintenant, pour ce championnat en tant que tel, sur les 37 clubs annoncés, 33 ont répondu à l'appel, venus des 8 ligues régionales du pays. Plus de 300 athlètes ont répondu, étaient au rendez-vous de ce championnat 2025 en série filles et garçons, et puis dans les différentes catégories, vous avez les moins 48, les moins 52, 57, les moins 60, 66, 73 et 81. Donc pendant 3 jours, ces judokas se sont rivalisés d'ardeur au Palais des Sports du stade 28 septembre, où le tatami a vibré au rythme des ippons, des wazari et puis des combats alléchants. Je reviens, ça me reste dans la tête ce combat alléchant qui a opposé 2 amis, très bons amis, c'est-à-dire Victor Balaminimono et Alassane Diallo, qui sont de la catégorie des moins 81. Imaginez un peu, on a fait recourir à la VAR. Et s'il y a la VAR en football, désormais, il y a la VAR en judo. Et c'est une première. On viendra là-dessus tout à l'heure sur les matériels. Voilà, les matériels. Là, on a fait recours à la VAR pour revenir sur l'action qui a fait que Victor a gagné dans un combat qui a tenu toutes ses promesses. Et finalement, Victor, qui appartient au club L'Asfag, a finalement remporté n'est-ce pas, la médaille d'or dans la catégorie de moins 81. Mais aussi, il y a eu des révélations. Oui. Des révélations dans ce championnat. En filles, il y a Aminata Souma, moins 52 kilos, qui a marqué les esprits. Elle est championne d'Afrique de sa catégorie. Elle vient de commencer, Aminata Souma, qui a été la meilleure combattante de cette édition 2025. Mais aussi un autre combattant qui vient de Pita. Vous voyez, c'est pas qu'à le Pita, du nom de Boubacar Diallo, moins 66 kilos, qui a été le meilleur combattant dans ce championnat. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des révélations, des talents qui se sont fait illustrer et qui ont été pistés par la direction technique nationale, mais aussi par l'entraîneur national Mamadou Samba Ba, qui était sur place et voilà, qui en tout cas a mis quelques noms sur son petit carnet. Éventuellement, ces noms-là ces athlètes ciblés vont appartenir désormais aux différentes sélections nationales. Oui, moi, c'est une très grande satisfaction d'ailleurs pour cette fédération guinéenne de judo. Et voilà, Diallo, après ces explications et 3 jours d'intenses travaux, quelle est la satisfaction aujourd'hui de la fédération guinéenne de judo? Donc, la satisfaction, c'est réussir l'organisation. Imaginez un peu où tu as de matériel flambant neuf, où tu as une régie mobile qui te prend 8 caméras,
où tu as des écrans où on voit en direct des combats. S'il y a litige ou encore il y a insatisfaction d'un côté ou de l'autre, on revient sur les actions. On décrypte tout cela pour une question de transparence. Dire que oui, tel a gagné, c'est par mérite, c'est par ses propres efforts, c'est pas de la tricherie ni rien. Et aussi, les arbitres ont été outillés à la veille de la compétition. C'est-à-dire le 21, il y a eu un séminaire de formation, de renforcement de capacité des arbitres et entraîneurs. Mais bien avant cela, les commissaires sportifs ou encore les IT, les techniciens de la technologie ont été outillés durant 5 jours par un expert qui est venu de l'Union africaine de judo, de nationalité sénégalaise, Maître Ali Bodian, qui en tout cas a outillé ces techniciens-là pour la gestion des compétitions comme le championnat, puisque c'est un arsenal new look, c'est des matériels de dernière génération. Donc pour se familiariser avec ces matériels-là, pour les logiciels par exemple de gestion, si avant on faisait de la manuscrit, tout était écrit sur papier pour telle ou telle combinaison. Aujourd'hui, vous enregistrez tout dans l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui fait le tirage au sort. On va voir tout cela en images. Et après, l'enregistrement des athlètes par catégorie d'âge et de poids, l'enregistrement des arbitres et entraîneurs, tout ce qui en suit, toute cette logistique qui rentre en ligne de compte pour gérer une telle compétition, des combats à l'image un peu des autres pays sur le continent et voire à travers le monde. Donc c'est un tout. Pour parler de la satisfaction, c'est un peu cela. Voilà, moi je veux savoir, la dotation de votre matériel, là, c'est la Confédération qui vous a donné, c'est l'État guinéen qui a acheté ou bien c'est la Fédération elle-même qui a acheté? Vous savez, parce la Fédération... parle d'équipement lourd, ça devient cher. Oui, c'est excessivement cher, mais après, la FIS en judo, la Fédération internationale des judo, c'est comme un peu la FIFA en football. Et donc si vous faites la demande, la FIS est réciproque de cette demande. C'est un projet bancable. Et aujourd'hui, la Guinée, à maintes reprises, participe à des compétitions, que ce soit l'Open, le Grand Prix, et surtout en Europe, où il y avait des athlètes guinéens, des judokas guinéens qui sont en France. Donc s'il y a des compétitions à l'étranger, par exemple en Europe, eux, ils partent pour représenter la Guinée. Tout récemment, à Lima, au Pérou, Sadou a remporté une médaille de bronze au nom de la Guinée. Donc la Guinée participe souvent à des compétitions à l'international. Donc on s'est dit pourquoi ne pas accueillir le monde en Guinée. Donc à travers l'Open par exemple qui est projeté en 2026, l'Open de Conakry, c'est un projet, il faut oser rêver. Et aujourd'hui le ministère est saisi. Et donc c'est partant de ce souhait-là d'organiser l'Open de Conakry que la fédération a fait la demande d'acquisition de matériel. Une grande compétition. Oui, une question simplement pour... ça sera la dernière pour moi. Je sais vraiment Abdoulaye est fort en récit. C'est un journaliste que nous avons en face. Alors, Abdoulaye, on sait vraiment que 3 jours, bon, pour certaines personnes, c'est le temps un peu pour vraiment découvrir le talent de plusieurs athlètes. Alors, est-ce qu'il est prévu au moins très prochainement de faire en une semaine de compétition, même si vous allez parler des charges? Et puis, secondo, en termes du sacre, quelle est l'équipe qui a terminé? Est-ce que également... ces 3 questions en une. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu la partition des garnisons militaires? Parce que généralement, c'est quand on parle de sport de combat, généralement, on fait allusion aux garnisons militaires. Est-ce qu'il y a eu la participation de ceci? Et en termes de ça, quelle est l'équipe qui a été couronnée cette année championne de Guinée? Voilà, pour parler du timing, le nombre de jours, même à l'international, le judo a sa spécificité aussi. Vous savez, chaque discipline a ses particularités. Donc le judo ne déroge pas à la règle. Les combats durent au maxi 4 minutes. 4 minutes, 3 minutes chrono, le combat est fini. Par exemple, si les deux athlètes, les deux combattants n'arrivent pas à se départager, ce qu'on appelle le golden score, c'est-à-dire la prolongation en football ou le money time en basket, il y a ça, au moins 1 minute, 2 minutes pour départager. Même au basket, il y a la prolongation de 5 minutes. Et effectivement, donc c'est un peu cela. Et en judo, c'est le golden score, au cas où les deux combattants n'arrivent pas à se départager. Maintenant, pour le timing, les 3 jours sont largement suffisants, j'allais dire, et ce n'est pas mauvais en soi. C'est pas parce qu'on n'a pas la capacité, c'est-à-dire en termes de moyens, élargir à 1 semaine, 2 semaines.
en un seul combat, on peut détecter un judoka qui a du talent. J'aborde la deuxième question pour dire qu'en série filles, il y a Komandaya qui termine la compétition comme l'équipe championne de cette édition. Et puis Fria vient à la deuxième place et vous avez le club de Mamou qui est classé troisième. Vous savez, Fria, c'était la pépinière de sport guinéen. Effectivement, et ça continue de belle, puisque moi, honnêtement, en tant qu'observateur et un peu proche de cette fédération, il y a une combattante de Fria du nom de Balia Conté qui m'a émerveillé. Balia Conté, c'est une autre pépite à suivre de près. Elle a vraiment des combats assez remarquables. Elle a vraiment marqué les esprits lors de cette compétition. Maintenant, chez les garçons, pour parler de des garnisons militaires, il y a l'ASFAG. L'ASFAG se succède à elle-même. L'ASFAG où tu as un Victor Bala Minimono, moins 81 kg, où tu as Djibril Keita. Donc l'ASFAG termine championne de cette édition. Et puis vous avez Kaloum Judo Club, Fria revient encore chez les garçons, troisième. Et puis troisième ex-aequo, puisqu'il y a deux équipes qui ont reçu des médailles de bronze. Vous avez l'équipe de Cancan qui termine aussi sur le podium comme deuxième équipe à recevoir la médaille de bronze. Et là déjà pour toutes ces compétitions, puisqu'il y a les perspectives qui vont venir, mais bien avant, il y a aujourd'hui une satisfaction de ce côté, puisque les judokas ou encore la commission technique et voire tous ces acteurs qui interviennent dans le judo sont largement outillés aujourd'hui en termes de matériel. On n'a rien à envier aux autres pays. La dernière journée, le vendredi, c'était par équipe. Maintenant, chaque équipe est composée au moins de 6 ou 7. Si vous êtes 7, il y a un réserviste. Maintenant, les 6 qui vont combattre, c'est par catégorie de poids. Et si vous avez 4 victoires sur les 6, vous remportez le trophée. Ou encore, vous êtes 5, vous remportez 3 victoires, vous avez le trophée. Donc c'est comme ça s'est passé. Voilà, Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut retenir de la formation, de dotation en matériel de ce championnat en 2 minutes Oui. On est 2 minutes en journalisme, c'est 2 minutes, on ne dépasse pas. Mettez le chrono. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, les techniciens guinéens sont outillés, puisque pour la formation avant cette compétition, 5 jours durant, le technicien de l'UAJ, Ali Bodian, il y avait une dizaine, au nombre de précisément 14, dont 5 dames qui ont été outillées en IT et puis commissaire sportif pour la gestion des compétitions telles que le championnat et autres. Mais après, il y a l'acquisition de ce matériel aujourd'hui à des coûts de milliards pour la Guinée. Et c'est bien beau. Cela, c'est sous la houlette de Maître Abdoulaye Balipili Diallo, 6e dan. Et toute son équipe fédérale, c'est un vent de renouveau aujourd'hui qui souffle au niveau du judo guinéen. Merci vraiment, on a vraiment été édifiés. On n'a pas besoin de poser assez de questions pour se faire comprendre quand on est ancré dans ce métier. C'est une passion quand même. Il a la maîtrise. Vous organisez une formation pour les Oui, ça aussi c'est en cours. Il y a l'association de la presse sportive Pathé Diallo. Je mets cela sur le feu des projecteurs puisque c'est dans les couloirs. C'est arrivé au niveau de la fédération. C'est en étude pour outiller, comme on l'a fait tout récemment avec les nouvelles modifications en football. À l'intention des participants. Et pour le judo aussi, c'est en cours et ça va venir pour outiller davantage les journalistes que nous sommes pour vulgariser les différentes disciplines. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Nous recevons M. Bobo Sow, il est secrétaire général de la Fédération guinéenne de lutte, donc c'est le sport de combat qui continue. Après le judo, c'est la lutte. M. Bobo, nous vous recevons sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir M. Bobo. Voilà, il y a un expert iranien qui séjourne actuellement à Conakry pour venir former les arbitres et les athlètes. C'est grâce à la coopération entre votre fédération et l'ambassade de l'Iran en Guinée. Et ce n'est pas une première fois. Chaque fois, l'Iran est là pour vous assister. Quel est votre secret? Et vous savez que presque le sport de combat, c'est les pays asiatiques qui sont meilleurs au niveau mondial. Et vu le rapport, ancien rapport entre la Guinée et l'Iran, et connaissant aussi les résultats au niveau international aux Jeux Olympiques, l'Iran a toujours occupé la première place. Si vous regardez sur l'Internet, au championnat du monde, aux Jeux Olympiques,
aux Jeux islamiques, l'Iran a toujours occupé la première place en lutte libre et en lutte gréco-romaine. On a fait le partenariat, on a signé, il a réalisé, il a amené l'expert, il est là, c'est le deuxième expert qui vient. L'autre Massoud est parti, c'est un nouveau Massoud qui est venu. Lui, actuellement, c'est un ambassadeur. Il est là pour 6 mois pour la formation des athlètes, les entraîneurs et les arbitres. Le matin, il travaille avec l'équipe militaire et les seniors, voilà, l'équipe féminine. Le soir, il travaille avec les enfants, parce que les enfants vont à l'école. Mais tout le mardi, mercredi et vendredi soir, il travaille avec les enfants. Le matin, il travaille avec les seniors, l'équipe A et l'équipe B. Voilà. Vous avez une question? Module. Oui, c'est les thèmes qui sont développés. C'est la formation technique, tactique, c'est-à-dire qu'ils forment les sportifs pour des compétitions au niveau international. Les anciens sportifs, on les initie, ils les forment en tant qu'entraîneurs. Mais les autres, en tant qu'arbitres. Voilà, et sur le plan administratif aussi, il a fait beaucoup de propositions avec la conversion. Il faut reconvertir les anciens pour qu'ils deviennent les arbitres, les entraîneurs, parce que ça manque beaucoup aussi à nos athlètes. Quand ils finissent, quand ils quittent, ils sont plus en activité, ils restent derrière pour critiquer. Alors que tu peux apporter, même si tu n'es plus athlète, tu peux venir en tant qu'encadreur, tu peux créer ton propre club, tu peux venir en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur, en tant qu'arbitre. Oui, moi, ma question, c'est surtout au niveau des perspectives. Parce que vous avez rappelé cette collaboration, justement, avec l'ambassade. Est-ce que dans les perspectives à venir, qu'est-ce que vous avez assigné avec vos partenaires pour que, dans un futur proche, la lutte continue encore à émerveiller? Ok, comme nous avons fait le partenariat avec M. l'ambassadeur, il est venu, c'est pour ça qu'on a l'autre fois invité M. le ministre. Il a accepté de venir faire 2 heures avec nous. Il a discuté avec M. l'ambassadeur. Donc, après le monsieur, le partenaire va continuer. Ils ont promis même de prendre certains lutteurs, une dizaine, d'amener en Iran pour une formation. Troisième chose, l'aspect matériel. J'ai entendu mon ami Abla de judo, les appareils, la nouvelle technologie maintenant, et ça aussi. C'est sur notre, le fait de partenariat. Et monsieur l'ambassadeur, je le remercie très sincèrement parce qu'il est ouvert. C'est un vrai sportif. Le ministre, vous vous êtes entretenu avec le ministre durant des heures, vous avez parlé 2 heures. Est-ce qu'il est ouvert voilà, donc, par rapport à cette... J'ai dit au fond du cœur, c'est un monsieur, au début j'avais suivi à la RTZ, plan d'action pour le sport scolaire et militaire, j'avais apprécié. On a tenté plusieurs fois de le rencontrer, même certains membres l'avaient été frustrés. Mais lorsque le venu l'a vu, le temps qu'il a, depuis, je dis, en 85, je fréquente au ministère du Sport. Après le colonel Bagou Joumaningui, qui est sur une propre guérison, le monsieur là a une pension pour le sport de combat. Pourquoi je le dis? Je ne dis pas qu'il va le mettre. J'ai vu lorsque Sambo a organisé, le temps qu'il est venu rester. J'ai vu lorsque Boxe a organisé, j'ai vu le judo, il est venu, il a fait plus de 2 heures. Il nous a écoutés, il a dit à monsieur l'ambassadeur, j'ai compris. Mais la parole est l'acte fondeux, vraiment on l'apprécie. Parce que même avec le judo, c'est lui-même qui avait insisté pour que l'ambassadeur d'Iran vienne au judo. Avec la coopération avec l'ambassadeur du Japon, c'est-à-dire il va avoir les autres ambassadeurs aussi pour que le sport de combat marche. Ça, j'ai apprécié. Pour moi, il est très simple. À 2 mois de la fin de l'année, est-ce qu'une activité est prévue, hormis cette formation que vous avez en point de mire? Est-ce que vous avez d'autres activités prévues? Parce que généralement, cette semaine, c'est la semaine culturelle du côté de Bandjar. Est-ce qu'il y a une activité aussi qui est prévue à l'intérieur du pays pour clôturer l'année en beauté avec les lutteurs guinéens? Ok, merci pour cette question, parce que je prépare le championnat national de coupe au mois de décembre, de 3 au 10. Les dossiers sont déjà déposés au ministère. Monsieur le ministre même a vu, nous a dit l'autre fois, monsieur l'ambassadeur, que la lutte va organiser bientôt. Actuellement, le dossier trouve à la comptabilité. C'est monsieur Fandira Kondé. Tout est déjà là. D'aller organiser le championnat au mois de décembre ici. Ça, c'est personnel pour la fédération. Les perfects pour Badjar, chaque année, ils nous invitent. Mais ça nous crée 2 fois parce que la fédération guinéenne d'athlètes vient attirer l'attention. La fédération guinéenne relève le ministère du Sport. Ne relève pas le ministère de la Culture. Je ne dis pas que le ministère du Sport donne l'argent
au tourisme, aux cultures. Mais ils n'ont qu'à assister à la fédération. Il ne faut pas que la fédération soit au second plan pendant le tournoi de Badiar, les cultures. Parce que des fois, il y a le frottement. Parce que nous avons les ligues là-bas, on a des districts, il y a des lutteurs. Mais on n'interdit pas, c'est très difficile de dire que l'organe lutte, la fédération se met en position de combat contre les associations. Mais il faut que le département accepte de mettre les moyens à accompagner la fédération au lieu d'accompagner une association. Et en plus, tout est dit, hein, nous allons organiser aussi notre congrès. Voilà. Le congrès, c'est quand? Parce que c'est la meilleure nouvelle, le congrès, quand même. Le congrès, c'est au mois de décembre, parce que logiquement, le 21 décembre. Il y a le championnat au mois de décembre, il y a le congrès au mois de décembre. On va en profiter d'un seul coup pour faire le congrès. Parce qu'il y aura les ligues. Voilà. C'est le championnat, tout le monde sera en Conakry, donc il faut organiser. Parce que pour éviter le double dépense, on a dit de maintenant, il y aura on a mis le 3 au 12. Maintenant, à partir de 3 à 4, l'arrivée, nous allons faire un stage de formation des RP, des entrées, le renforcement des capacités avec les jeunes. Après la compétition de 3 jours, après la compétition, nous allons faire le congrès de 2 jours. C'est bien planifié. Félicitations. Voir ça. Merci à Maître Bobo d'être venu et d'attendre jusqu'à votre temps de passage. Mais bon retour chez vous. Je crois que vous allez revenir encore sur ce plateau avant décembre, pour qu'on puisse parler de tout ce qui est en vue là au niveau de votre fédération, la Fédération guinéenne de lutte associée. Merci d'être venu et bon retour chez vous. Merci à vous tous, nous sommes à votre disposition. Beaucoup. Nous allons recevoir à présent le basketball, monsieur Mamadi Konaté. Il est l'entraîneur du club Fireball. Je l'ai bien prononcé. Fireball, voilà. Vice-champion de Guinée, c'est en fille, hein, est qualifié pour les préliminaires des clubs champions de football. Il nous parlera également de basketball. Donc, il est le plus géant de ce plateau. C'est pourquoi il a été, on le reçoit en dernière position. Mais Lance aussi à la taille. Hein. Lance à la taille, même si le VAR commence à le dominer. Il a plus de taille que moi. Il a bien fait d'être Mamadi, c'est un bon pivot. Bonsoir Mamadi et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Kadi. Voilà, et on vous reçoit ici pour parler de votre club. Vous êtes entraîneur du club Fireball. Ça, c'est j'ai bien prononcé. Fireball, oui, c'est bien prononcé, oui. Vice-champion, voilà, c'est vice-champion. Le club vice-champion, c'est les filles qui sont vice-championnes. Voilà, le club vice-champion de Guinée. Vous êtes qualifié pour les tours préliminaires des clubs champions. Sur le continent africain, je crois. Hein? Ou bien c'est la zone 2 C'est pour les clubs champions parce que cette année, ils ont pris que 2 zones, la zone 2 et la zone 3. Nous, d'ailleurs, on se retrouve cette fois-ci dans la zone 3. Habituellement, on est de la zone 2, mais nous allons jouer contre les équipes. Vous êtes athlète en activité, vous êtes coach. Comment vous jumelez les deux? Là, je suis presque à la reconversion. C'était pour moi, après tant d'années de lutte pour... cette alternance à la tête de la fédération, c'était pour moi un moyen de dire aux jeunes, bon voilà, nous allons jouer au moins une fois ensemble sur un parquet, parce que la décision elle est déjà prise. Je transfère directement du côté des coachs, je vais continuer avec cette carrière maintenant, et que après cette saison, j'arrête de jouer. Et aujourd'hui, vous avez joué tout le championnat en intégralité, aucune défaite, et la première défaite date d'une finale contre Black Mamba. Et deuxième, vous avez en 3 matchs, vous avez perdu 2 matchs. Et puis Black Mamba s'est imposé 2 fois. Alors, la saison entière, est-ce que Mamadi est satisfait par rapport à l'effort fourni par les joueuses durant cette compétition pour une première saison? Est-ce que vous êtes satisfait de la partition de l'équipe? Et est-ce que vous êtes déçu d'avoir perdu une finale? Parce que c'est le meilleur des 5. Vous perdez une finale. Et juste à la dernière, c'était le game 4, vous perdez une finale, une 4e finale, juste à la dernière seconde. 9 secondes. Non, là, il reste 3 secondes. 3 secondes. À 3 secondes, vous perdez une finale. Est-ce que vous étiez déçu? Comment vous êtes parvenu à surmonter le moral de ces jeunes joueuses? Écoutez, moi, je suis sportif dans l'âme. Je ne suis jamais déçu après un résultat. Je me dis toujours que le meilleur gagne. Et même si parfois on peut comprendre que le meilleur ne gagne toujours pas. Mais pour moi, j'étais très satisfait de l'exploit que les jeunes ont réalisé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis arrivé dans cette équipe en une année. On a réussi à jouer non seulement la finale de la Coupe nationale avec la même équipe, et après quelques mois, jouer la finale du championnat et ne jamais concéder de défaite toute la saison. Pour moi, c'était plus qu'un exploit. C'était déjà, c'est une réussite, une saison réussie pour ces jeunes filles qui, aujourd'hui, connaissant les difficultés qui sont autour de ce sport,
ce manque d'infrastructures, c'est le manque de collaboration des parents. Vous savez déjà que c'est le sport féminin, il y a tous ces problèmes qui sont là, qui se battent nuit comme jour et venir en une année comprendre le basket à ce stade. Pour moi, c'est une satisfaction. Je suis fier de mes filles. Et surtout, elles sont qualifiées pour leur tout premier championnat aux éliminatoires des clubs champions. Donc moi, je suis vraiment satisfait de leur part. Alors moi, ma question surtout, c'est par rapport à ça. Vous savez, le monde féminin, c'est quand même très différent. Vous qui avez été un grand sportif, comment vous arrivez à gérer cette équipe et voilà, mettre tout ce qu'il y a comme ingrédient pour permettre à cette équipe-là d'être bien constituée? Vous avez justement noté le cas des parents aussi, qui certains sont très résistants quand il s'agit de différentes disciplines sportives, surtout pour les jeunes filles. Ouais. Bon, je sais que c'est un café qui n'est pas facile à mélanger, parce que parfois c'est le dosage au sucre, parfois c'est le dosage au lait, mais je fais avec, je communique souvent avec les enfants pour d'abord m'acquérir de leurs nouvelles et des problèmes qu'elles ont en famille, Et entre-temps, j'essaie de rentrer souvent en contact avec les parents. Et en harmonie avec le bureau, nous avons même créé une plateforme du club où on a ajouté tous les parents des joueuses que nous avons à disposition pour leur dire que bon, maintenant les suivis de votre fille ne dépendent pas que de vous. Nous aussi, nous sommes là. Le projet Fireball, ce n'est pas seulement le projet de sport. Et moi, ce qui m'a motivé d'ailleurs à venir dans ce projet, c'est l'éducation des enfants. Les éduquer professionnellement, les éduquer à la vie, les éduquer au sport. Donc pour moi, c'est une discipline, c'est de les discipliner, comprenez? Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de parcourir l'Afrique et je me dis que les équipes africaines qui remportent aujourd'hui l'Afro-Basket, quand la Guinée les confronte, vous verrez que la différence n'est pas tellement grande. C'est des professionnels qui ont une culture de basket depuis le bas âge, mais qui ne parviennent pas à nous mener 100 points, 110 points d'écart. Parce que pour moi, 50 points, c'est pas un pays comme le Sénégal, quand on croise la Guinée qui n'a pas une même base comme eux, bien qu'aujourd'hui... Mais qui a quand même une très bonne base, le Sénégal. Bien qu'aujourd'hui, nous aussi, nous commençons avec l'avènement de cette nouvelle fédération. Pour moi, aujourd'hui, c'est de préparer dans 2 ans cette génération montante que j'ai dans Fireball, parce qu'il y a du potentiel qui peut vraiment représenter dignement la Guinée. Et vous verrez que le programme est établi sur ces 2 années. Je vais profiter de votre antenne pour lancer cet appel à l'endroit des personnes de bonne volonté. La sortie de ces filles-là est une nécessité. Parce que le projet que nous avons en place, ce n'est pas seulement pour les faire sortir, mais c'est de leur permettre d'aller voir le haut niveau, comprendre, s'imprégner des découvrir le monde professionnel. Se comparer, parce que pour nous, il y a au moins dans l'effectif de Black Mamba et Fireball, les 2 équipes qualifiées, vous avez au moins 10 joueuses potentielles équipe nationale. Donc il faut qu'elles commencent maintenant à aller dans des grandes compétitions comme ça, se mesurer, se comparer et savoir quoi travailler avant les prochaines échéances, parce que nous avons une année maintenant, 2026. En 2027, nous aurons encore l'Afro-Basket Dame. Comment vous arrivez à travailler actuellement avec cette fédération, surtout l'organisation de la compétition? Et est-ce que vous êtes, ça c'est la deuxième question, est-ce que le ministère vous facilite la tâche par rapport à la participation, notamment de ces joueuses-là? Bien, je vais d'abord répondre à la première question. C'est la collaboration entre nous, les techniciens, et la fédération. Je pense que le courant passe très bien. Et ce qui est très important d'ailleurs, et ce qu'il faut souligner aujourd'hui, les membres de ce bureau fédéral sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute et ils ne prennent rien à la légère. C'est ce que nous demandions depuis des années. C'est que quand on apporte des suggestions, qu'on prenne en compte ce que nous avançons comme idée, et ensemble qu'on s'asseye, qu'on analyse. Aujourd'hui, tout le monde se sent impliqué dans la gestion du basket. Je peux dire, c'est pas pour lui lancer des fleurs. Le président Amara Babila Keita est un démocrate. Même les décisions, il ne les prend pas seul. C'est bien qu'il est le président de la fédération, mais c'est la voix de la majorité qui compte. Déjà, ça, c'est déjà un atout pour l'émancipation du basketball en Guinée. Et pour revenir à la deuxième question, moi, je suis technique. Je ne m'intéresse pas souvent
à ces aspects financiers, même si de mon côté, je peux avoir mon avis. Mais je ne m'intéresse pas beaucoup, mais je sais quand même que de part et d'autre, chacun essaye de faire de son mieux pour pouvoir satisfaire les besoins de la jeunesse, parce que cette question revient à la jeunesse sportive de Guinée. Les charges sont énormes. Pour un club qui n'a pratiquement rien, si le ministère ne nous aide pas, nous ne pourrons pas nous en sortir. Surtout qu'on représente la Guinée. Hein. Justement, pour aller représenter c'est comme le Afia et l'Ora. Si vous prenez aujourd'hui le cahier de charge, il nous est demandé $35 000 pour pouvoir participer, les frais de voyage, les frais d'hôtel et tout. C'est $35 000. Je ne sais pas où je vais avoir. C'est environ 340 millions. Le prix pour les licences. Les licences et tout. Pour les joueurs locaux, c'est $50 pour vous. $50, oui. Oui, pour les joueurs étrangers. Les joueurs étrangères, c'est $70 par joueuse. Là, ça demande l'assistance. C'est votre caméra, vous avez 1 minute. OK. Vous avez un message à lancer. C'est votre caméra, vous fixez cette caméra. J'ai un seul message à dire à l'endroit des personnes de bonne volonté, à tout bon Guinéen, que nous sommes dans un projet qui concerne le bien du sport guinéen, le basketball, et surtout l'avenir des jeunes filles que nous encadrons aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une situation financière un peu compliquée, c'est de mobiliser des fonds pour pouvoir participer aux préliminaires des clubs champions au Cap-Vert. Et le cahier de charge nous coûte déjà $35 000. Et je pense qu'avec la contribution de tous, nous pouvons réaliser ce rêve, et j'espère que vous pouvez nous assister selon vos moyens. Merci. Voilà, en tout cas, nous, la presse, vous pouvez compter sur nous. Mais merci d'être sur ce plateau. Merci et beaucoup. nous n'allons pas terminer notre émission Max lancée sans parler du doyen Boubacar Kanté. Il a rendu la moyenne le 24 octobre 1997. C'était un doyen du microsportif guinéen. Donc sur ce plateau une légende, voilà. Il a été même reconnu comme meilleur journaliste sportif africain lors de des centenaires de la CAF. Il a été primé. Donc nous allons lui rendre hommage avant de quitter ce plateau. Il a rendu, c'était le vendredi dernier, c'était l'anniversaire. Comme nous aujourd'hui on a une émission, on est jeune mais on a entendu parler de lui. Moi personnellement je ne l'ai pas vu, pas du tout. Je ne l'ai pas côtoyé. Quand il décédait, j'étais encore au collège. Et je n'étais même pas arrivé à Conakry. Donc, on lui rend un vibrant hommage quand même. Hein. Oui, c'est la deuxième fois certainement pour moi de le rendre hommage sur ce sûr, plateau. L'autre fois, nous étions ensemble. Et là, un grand monsieur, par le passé, on nous rappelle toujours de l'œuvre de l'homme. Et même le ballon d'or de Chérif Souleymane, il était impliqué, largement impliqué dedans pour permettre à Chérif Souleymane d'être sacré ballon d'or africain. Alors nos pensées pieuses à lui. Oui, est-ce qu'on peut parler du micro-sportif en Afrique sans parler de Boubacar Kanté? Pas du tout. Et ça d'ailleurs, ça nous grandit. Et chaque fois quand vous participez à la CAN, vous trouverez toujours des doyens qui évoqueront ce grand monsieur de la presse africaine, paix à son âme. On se reconnaît en lui toujours, et quand son nom résonne, on pense que ça revient, cette fierté revient toujours à la Guinée. Nous n'allons pas finir ce plateau sans parler du Classico quand même, hein? Le Real qui vient de battre le FC Barcelone avec un carton rouge à la clé, 2 buts à 1 pour le Real Madrid. Ouais. Et à la 52e minute, le but de Mbappé, parce que Max souffre énormément. Donc Sané qui jubile là de l'autre côté, Salifou Sané. Donc les Madrilènes sur ce plateau, lancez-moi. Nous disons félicitations à nos supporters à Agarose de l'autre côté. Et merci à tous ces fans du Real Madrid. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel donc de Sport Dimanche que j'ai eu le plaisir de présenter avec mes attaquants de soutien. Merci à vous tous de nous avoir suivis et j'espère que vous avez trouvé du plaisir à notre compagnie. Et bonne suite de programmes sur la télévision nationale. On te retrouve très très bientôt dans d'autres émissions. Au revoir et bonne suite. Et vous devez dire et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Il y a des moments qui marquent une nation. En novembre 2025,
la Guinée accueillera l'Afrique et ses partenaires. Et pour la toute première fois, notre pays abritera le plus grand sommet africain consacré à la technologie, à l'innovation et à l'avenir numérique de notre continent, le Transform Africa Summit. Du 12 au 14 novembre 2025, sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Conakry ouvre ses portes à l'Afrique et au monde. 3 jours d'échanges, d'inspiration et de partenariat. 3 jours pour penser, créer et agir. Le Transform Africa Summit est plus qu'un sommet. C'est le rendez-vous du continent qui redessine sa trajectoire d'une Afrique qui se transforme, qui innove et se développe durablement. Venez imaginer, venez collaborer, venez surtout investir et venez bâtir. Le futur numérique de l'Afrique s'écrit ici, en Guinée. Terre de richesse et d'innovation, notre paradis. Bonsoir tonton. Bonsoir jeune fille, ça va? Ça va. S'il vous plaît tonton, veuillez accepter de monter sur le pont au lieu de traverser l'autoroute. Car traverser l'autoroute est très dangereux pour votre sécurité. Le pont est fait pour les piétons comme l'autoroute est faite pour les engins roulants. Ah mon Dieu. Merci beaucoup ma jeune fille. Merci de m'avoir donné ce conseil. Je te promets prochainement, je ne vais jamais traverser l'autoroute. Je vous en prie. Le savoir est la base de toute transformation. Le Transform Africa Summit 2025 mettra en avant la recherche, l'intelligence artificielle et les talents scientifiques africains. La Guinée prépare sa jeunesse à concevoir les solutions du futur. En novembre prochain, tous les chemins mèneront à Conakry. Donc rendez-vous pour le Transform Africa Summit 2025.
Suis-moi bébé, je ne suis pas folle. Sangiri fanyiron nasaramane inama fale ganumbonyere wa nagli kane ntambara tiara halina bombwe ntambara tiara kombinya gidede ntambara tiara ira fama khamito muno magide amuru nantiri gifema ira fama me malama ne obore so beng 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 ona me calculer ntamo na firera me ma fe na firi na mi refiri na kere madunonya amansado anade wole ono wadu na fire wadu de ono wadu filanka foi wadu khanunte ma firin ta kun fina ganya wafangalu awon sigamane salin kombi na yerbito jenanga mega fema jenen nisomona enna watole salibanga sikana nibi diwa diala moko Nos ressources humaines demeurent aujourd'hui notre plus grande richesse. C'est pourquoi développer notre capital humain reste une priorité nationale. La formation technique et professionnelle dans les métiers du numérique à travers Simandou Academy est une réponse adéquate pour une main-d'œuvre compétitive et qualifiée. Retrouvons-nous à Conakry du 12 au 14 novembre 2025 pour une expérience enrichissante et inoubliable au Transform Africa Summit qui aura pour thème cette année l'intelligence artificielle pour l'Afrique. À très bientôt.